Mortel. 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 Vous écoutez Visite Mortelle. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne prenne pas le micro à notre tour dans un cimetière pour vous embarquer dans une visite express, mais trop chouette. En avril 2024, on s'est rendu à Rennes le temps d'une journée pour rencontrer une de nos invitées que vous découvrirez dans un prochain épisode. Oui, on aime mettre un peu de suspense. Et en bonne tafophile que nous sommes, on a profité du voyage pour déambuler dans les allées du cimetière du Nord, le plus ancien de la ville. Vous l'entendrez, il pleuvait des cordes. Mais on s'est dit que c'était l'ambiance locale. Alors on vous laisse avec nos découvertes et nos bavardages. Voie 1, le TGV numéro 3635 va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Aujourd'hui, on est à Rennes. Moi, j'ai pris le train à 5h30 ce matin. Donc, je suis pas dans la meilleure de ma fraîcheur. Mais on est à Rennes parce que déjà, c'est un très beau cimetière. Moi, je le connais pas du tout, mais j'ai hâte de le découvrir. Et surtout, c'est un cimetière cher à Alexandrine parce qu'elle y a travaillé. Et du coup, elle va m'emmener voir des tombes assez remarquables avec des petites histoires sympathiques, des petites anecdotes chouettes qu'elle trouve chouettes et qu'on va partager. Donc voilà, on est sur un samedi d'avril un peu pluvieux. Mais est-ce que ça va nous arrêter de marcher dans les cimetières ? Non. Pas du tout. Donc on vous embarque avec nous. Mais avant tout, un peu d'histoire et de contexte. Le cimetière du Nord à Rennes ouvre ses portes lors de la Révolution française en 1789. Jusqu'alors, chaque paroisse possédait son propre cimetière autour de son église. Mais ces espaces étaient devenus saturés et insalubres. La municipalité achète alors un champ appelé l'Estival, à une quinzaine de minutes à pied de la place Sainte-Anne, au nord du canal Saint-Martin. On dit qu'il existait à cet emplacement un manoir et une fontaine tous deux appelée Gros Malon, nom que prendra l'avenue bordant la nécropole par la suite. Les premières inhumations ont lieu dans les années 1790. Puis, dès 1824, le maire, Louis de Lorgeril, décide d'agrandir le site. C'est l'architecte Adolphe Giraud qui sera chargé de la conception et de l'aménagement du lieu, tel un jardin à l'anglaise avec ses allées bucoliques et sinueuses. Un second agrandissement aura lieu 40 ans plus tard par l'architecte Jean-Baptiste Marteneau, qui créera des divisions moins sinueuses et plus rectangulaires afin de faciliter la gestion courante des agents de la ville dans leurs opérations funéraires. Aujourd'hui, le cimetière du Nord est le plus ancien de Rennes et compte pas moins de 14 000 sépultures réparties sur plus de 8 hectares. D'autres cimetières ont ouvert leurs portes entre-temps, celui de l'Est et celui de Saint-Laurent. La ville de Rennes est véritablement novatrice et engagée dans la préservation et la valorisation du patrimoine funéraire. Et c'est ce que nous allons découvrir à travers des anecdotes tout au long de cet épisode. Il a été reconnu cimetière remarquable d'Europe par l'association européenne qui s'appelle Association of Significant Cemeteries in Europe. En gros, c'est l'association des cimetières européens remarquables et c'est une association au niveau européen avec plein d'institutions. Ça peut être des universités, des institutions publiques ou privées qui ont un lien avec les cimetières et surtout la restauration du patrimoine funéraire et qui travaillent ensemble sur des pistes de réflexion et d'aménagement et de plein de choses, quoi. Et c'est vachement bien. Et surtout, c'est une labellisation, en fait. Et c'est une reconnaissance de la particularité de certains sites. Et donc, le cimetière du Nord en fait partie. Alors, du coup, là, on est dans l'entrée principale du cimetière du Nord. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un énorme dôme qui a été construit quasi consécutivement avec la création du cimetière. Et en fait, originellement, ce dôme était dédié aux personnages illustres de la ville. En fait, c'était comme un panthéon, si tu veux. En fait, il y a 8 places à l'intérieur de ce dôme qui peuvent accueillir des cercueils, mais il n'y a que 2 cases qui sont remplies. Ouais. Et c'est des officiers napoléoniens, je crois, ou des soldats napoléoniens
Et donc originalement le dôme il a été construit pour abriter les cérémonies. Sauf que comme tu peux le voir c'est un dôme qui est assez grand. Tu as 2 escaliers qui emmènent vers le haut. Et la problématique c'est que c'est très venteux. Donc du coup très rapidement ils se sont rendus compte que les cérémonies c'était compliqué. Ouais. Alors quand tu montes tu as une super vue sur tout le cimetière, c'est génial, etc. Ça domine complètement sur le site, mais par contre, dès qu'il y a un petit peu de vent, c'est un peu compliqué. Et comme on est en Bretagne et que la météo n'est pas forcément extraordinaire, enfin si, il fait beau en Bretagne. Voilà, il fait beau en Bretagne, c'est ça. Ici, tu as aussi le caveau provisoire. Donc les caveaux provisoires, c'est vraiment les lieux. Enfin, c'est un endroit où vont être déposer les cercueils qui soit ont été exhumés pour ou des raisons particulières pour être transportés dans un autre cimetière par exemple, ou quand on a un cercueil qui va être inhumé autre part et il doit être resté ici, quoi. En gros c'est vraiment un truc en attente, quoi. On va passer par là, je vais te montrer. Alors, ce qui est intéressant dans la manière dont le site est mis en valeur, c'est la création d'une balade intemporelle du cimetière du Nord. Donc en fait, quand tu arrives dans le cimetière, tu as directement un plan qui pointe les différentes personnalités illustres qui ont été sélectionnées par la conservation du cimetière. Et il y a aussi tout un parcours sur la symbolique funéraire. Donc ouais, avec des explications, tu vois, de différentes représentations, dessins, objets qui sont sur les sépultures et donc là qui sont expliqués. Par exemple, il y a la couronne mortuaire. Alors là, on peut lire qu'elle est apposée sur une sépulture, elle glorifie le défunt et ses actes passés. C'est le signe de la consécration, de la victoire et de la récompense. Et sa forme circulaire évoque la promesse d'une vie éternelle. Du coup, là, on est devant la tombe de l'abbé Jean-François Huet, H-U-E-T, qui est décédé en 1930, et c'est une tombe qui est assez intéressante dans le cimetière parce que il y a un peu une légende urbaine qui explique que si tu es étudiant ou étudiante et que tu souhaites réussir un examen, en fait il faut que tu viennes fleurir la tombe de Jean-François Huet, ou en tout cas il faut que tu viennes lui demander de réussir ton examen. Et ensuite, si tu as réussi, tu reviens refleurir la tombe en fait. Donc du coup, elle est très fleurie, donc il y a plein d'étudiants à mon avis qui ont réussi leur examen. Et voilà, et sur la stèle qui est une stèle assez simple, dressée en granit breton, il y a écrit « Priez pour les morts ». Ça fait partie des tombes un peu les plus visitées du cimetière pour cette raison-là. Et elle est trop chouette, elle est vraiment en bordure d'allée, ouais. Elle est directement à l'entrée à droite. On peut pas la louper. Ouais. Puis c'est pas marrant, mais c'est surprenant le prier pour les morts qui est écrit vraiment très très gros. Ah oui, on la voit de loin. Enfin vraiment, c'est le premier truc que tu vois. Ouais. Oh waouh. Alors cette chapelle, elle est belle, hein. Alors ici, on est dans une chapelle un peu particulière. En fait, originellement, c'était une chapelle familiale où étaient inhumés différents membres d'une même famille. Et c'est vraiment une chapelle que tu vois directement quand tu rentres dans le cimetière. Elle est très grande et dans les années 2010-2015, elle était complètement en déshérence. En fait, elle manquait de s'effondrer. Et la ville a décidé de faire une reprise administrative d'une concession perpétuelle en état d'abandon. Donc la ville a décrété l'état d'abandon de cette concession et donc du coup du monument funéraire pour la reprendre. À l'époque, il y avait un délai de 3 ans d'attente, c'est-à-dire qu'il fallait attendre 3 ans pour que les potentiels ayants droit de la concession se manifestent, donc autrement dit les héritiers, et en gros disent on est présent, on existe, ne reprenez pas cette concession. Et comme elle était vraiment en état d'abandon, personne ne s'est manifesté. Et donc la ville a été en capacité de la reprendre d'un point de vue administratif. Mais ce qu'il a été décidé, ça a été d'engager une restauration totale de l'édifice. Donc ils ont complètement tout restauré, les vitraux à l'intérieur, tu vois, il y a même des peintures sur l'autel à l'intérieur, tout le toit a été refait, tout a été sécurisé surtout.
Et donc ça donne une chapelle qui est déjà très grande, qui a une taille assez originale et qui est aussi très belle, même de l'extérieur, hein. Elle est visible, enfin elle est vraiment chouette. Et pour faire une pierre deux coups, la municipalité a décidé de créer un nouvel équipement qui sont des cases de columbarium. Donc là, tu en as 18 au total. Et donc ça permet à des nouvelles familles de pouvoir déposer l'urne de leurs défunts dans un espace qui est déjà assez sympathique, parce que le lieu est quand même très beau. Donc ça, c'est ce que la ville de Rennes fait depuis plusieurs années. Il y a eu différentes chapelles qui ont fait l'objet d'une reprise pour état d'abandon. Et donc aujourd'hui, il y a différentes chapelles qui vont être restaurées. Et il y en a une qu'on peut aller voir après, qui a été restaurée il y a un an complètement. Et donc l'idée, c'est de préserver le patrimoine, mais de créer aussi un nouvel équipement et d'avoir un cercle vertueux, si tu veux, et de restauration et de préservation, et en même temps... Ça fait une pierre deux coups parce que du coup tu gardes un bâtiment qui est quand même hyper sympathique, hyper chouette, et en même temps tu fais de la place pour les nouvelles inhumations, donc vraiment c'est très bien fait, hein. Bravo la ville de Rennes, hein. C'est très beau. Bon, là on va se rendre dans la partie vraiment ancienne du cimetière, donc tu vas voir, il y a énormément de sépultures qui datent plutôt de la première partie du 19e siècle, quand elles n'ont pas été reprises et ont donné lieu à de nouvelles inhumations. Donc il y a plein de tombes, vraiment les monuments sont en très mauvais état. Donc moi mon boulot ça avait été d'identifier toutes les sépultures qui pourraient être restaurées, tu vois, qui ont un intérêt particulier, d'un point de vue architectural, historique, patrimonial. Pour vraiment faire une zone un peu sauvegardée du cimetière, si tu veux, et de se dire à tel endroit on va éviter de mettre un monument qui sera tout neuf. Alors là on est devant la tombe de l'abbé Thébault. Donc je ne connais pas l'histoire de ce monsieur, je sais juste que c'était un prêtre, un abbé, et on ne sait pas trop pourquoi, depuis qu'il est enterré là, donc depuis de nombreuses années parce qu'il est mort il y a très longtemps, des gens viennent vraiment très régulièrement déposer des bouchons de liège, en gros des bouchons de bouteilles de vin, sur sa sépulture. Donc c'est devenu dans le langage un peu commun la tombe aux bouchons, pour demander guérison contre l'alcoolisme. Et donc ça s'est développé vraiment au fil du temps, et il y en a toujours, moi j'en ai toujours vu sur la tombe. Donc soit c'est des bouchons, il y a aussi parfois des capsules de bière, et j'ai même déjà vu des paquets de tabac. Ah, pour contre le tabagisme. Ouais. Donc voilà, donc c'est une croyance un peu locale. Alors est-ce que ça fonctionne? A priori, hein, parce que tout le monde revient, donc il doit y avoir quelque chose, tu vois. Les bouchons, tu sais, ils ont l'air récents. C'est pas des bouchons qui traînent là depuis 3 semaines, ils ont vraiment l'air récents. Donc moi j'adore en vrai de vrai, j'adore les histoires un peu de légendes urbaines, et de voir que c'est des trucs qui sont suivis. Et je sais pas si les gens ils y vont en mode un peu honteux et ils cachent un peu le fait qu'ils vont dans le cimetière déposer un bouchon de bouteille de vin, ou s'ils y vont en mode je vais déposer mon petit bouchon sur la tombe, quoi. Et je trouve ça fascinant que des légendes comme ça se perpétuent. Ouais, c'est fou, hein, parce que vraiment, moi j'en ai vu des tonnes de bouchons, et à chaque fois c'est des nouveaux. Alors est-ce que les autres ils sont emportés par le vent, et puis voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient les nettoyer aussi? Je ne sais pas. Ouais. Je sais pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la tombe, en fait, c'est vraiment un bloc de granit en forme de sarcophage, un peu surélevé, et dessus tu as sculpté les attributs du prêtre. T'as l'étole. Tu vois, tu as l'étole qui est sur le côté là, et tu as aussi les deux calices croisés, avec la croix évidemment chrétienne. Mais du coup, ça c'est vraiment une symbolique funéraire d'un religieux, quoi. On pourrait se dire avec le calice, tu vois, il y a peut-être un lien aussi, parce qu'en même temps le calice c'est le réceptacle du vin, du sang, du corps. Et tu vois, à côté il y a une autre tombe aussi, et c'est aussi un religieux, il y a aussi un calice dessus. Elle est jolie cette petite gravure d'ailleurs. Ouais, c'est beau, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que le cimetière, en fait, principalement, les cimetières, tu les trouves toujours à la périphérie des centres-villes. C'est vraiment à l'extérieur des centres-villes, donc là, c'est vraiment le cas. Et surtout, ils sont souvent en hauteur. Ouais. Là, on est en train de descendre dans la partie basse du cimetière, et sinon, il est tout vallonné. Et en fait, c'était des choix d'implantation pour des questions d'hygiène et des croyances en fait, ça va ventiler, tu vois, l'odeur de la mort, et au moins, il y a du vent, et voilà.
On est vraiment les deux seuls petzouilles. Il pleut des cordes, un samedi midi, tout va bien. Ouais, je suis surexcitée. J'ai l'impression que c'est pour un projet de fou, tu vois. Oh, c'est joli avec le petit bière là comme ça. Ouais. On est devant la sépulture de la Sainte au Pochon. Donc c'est une sépulture qui est complètement couverte par la végétation aujourd'hui. Donc elle est très visible dans le cimetière parce que la végétation est luxuriante, elle est énorme. Vraiment on la voit à des kilomètres. C'est assez impressionnant. Et donc le monument funéraire en pierre, on ne le voit plus du tout. Et en fait, cette sépulture, c'est la sépulture de la Sainte au Pochon, qui s'appelait en réalité Philippe Hélène de Coët-Logon, qui est décédée à la fin du XVIIe siècle, en 1677. Et elle a d'abord été inhumée dans un couvent, et lorsqu'il y a eu différents travaux, différents changements, elle a dû être exhumée. Et quand en fait on a découvert son cercueil, il a été ouvert et en fait son corps était intact. C'était pas du tout décomposé, donc du coup elle a été vraiment identifiée comme une sainte. En fait elle est morte en odeur de sainteté, enfin il y a eu tout un truc où ça a été un peu un miracle. Depuis sur sa tombe il y a tout un rituel qui s'est développé. Quand on souhaite soit se guérir, soit guérir quelqu'un proche de notre entourage, on peut venir sur la sépulture, récolter quelques morceaux de terre qui sont au pied de la sépulture. Il faut les mettre dans un petit pochon qu'on laisse avec soi pendant 9 jours. Et ensuite, une fois qu'on a apporté ce petit pochon pendant 9 jours, on peut revenir sur la sépulture et l'accrocher sur la tombe. Donc du coup, sur la tombe, il y a plein de pochons remplis de terre un peu partout. Alors qu'ils ne sont pas visibles au premier abord parce qu'en fait ils sont vraiment cachés par la végétation. Et ensuite, déjà la terre revient à la terre puisque le pochon se décompose et en plus c'est une manière de demander à la Sainte au Pochon d'intercéder pour la guérison du malade. Voilà. T'as vu la chapelle avec les deux mains là, c'est ouf hein. C'est incroyable. On est devant une chapelle, alors je sais pas la famille exactement, c'est une chapelle familiale ça ? Oui. Une chapelle familiale, et en fait au sol il y a deux mains qui se rejoignent, et c'est assez joli parce que la symbolique est quand même très chouette. Ouais, elles sortent, ouais c'est ça en fait, c'est vraiment deux bras qui sortent de terre et qui se joignent les mains. Comme pour dire qu'on reste unis même dans la mort, après la vie, on reste ensemble. Après c'est très personnel, mais j'adore, j'adore. C'est un peu morbide dit comme ça, mais ça me fascine de voir les dates auxquelles sont nés les gens qui sont inhumés, parce que là par exemple on a quelqu'un inhumé dans la chapelle qui est né en fait en 1798. Moi ça me fascine de me dire que là je suis dans il y a un endroit où, en fait, le jour de la mort de cette personne, donc en 1868, il y a des gens qui se sont réunis là où je suis actuellement pour lui rendre un dernier hommage, pour lui dire au revoir et pour lui dire à quel point il l'aimait. Et ces gens-là qui ont eu une vie et qui ont vécu des choses incroyables, je sais pas si on se rend compte, mais cette personne a vécu le début du 19e siècle. Et moi, ça me fascine un petit peu, ça. Je trouve ça hyper intéressant d'un point de vue historique. Et l'extérieur même de la chapelle familiale est très beau. Il y a des petites gravures sur le côté, le lierre, là, les feuilles de lierre. Et elle est bien je pense qu'elle a été restaurée, hein, mais en tout cas elle est plutôt en bon état. Donc franchement, une très belle découverte ce cimetière de Rennes. Alors ça n'a rien à voir avec la chapelle dont on vient de parler, mais en plus il y a des pins dans ce cimetière. Il y a des arbres, mais parmi les arbres il y a des pins et ça sent le pin, on a presque l'impression d'être dans le sud. Voilà, c'était mes petites impressions là, à chaud, dans l'allée du cimetière. Si vous souhaitez découvrir les cimetières rennais et que vous ne pouvez pas forcément vous déplacer, sachez que la ville met à disposition sur son site internet des visites virtuelles où sont ciblées les sépultures de personnages illustres. Vous pourrez ainsi préparer votre future visite. On espère que ce format de balade à deux voix sous la pluie vous a plu. On aimerait vraiment savoir ce que vous en avez pensé.
Alors n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, sur Instagram ou bien par email. Vous avez toutes les informations en description. Vous venez d'écouter Visite Mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @Visite Mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Mortel, visite mortelle, visite mortelle.